c'est certainement le seul livre où je sais précisément le jour où est né l'envie, le désir d'écrire sur ce personnage, pour autant que ce soit un personnage. J'étais en résidence à Tanger, le CIPM à l'époque de Marseille avait une résidence à Tanger. Et tous les matins, je me rendais sur une terrasse qui donnait sur le détroit de Gibraltar où je prenais un café. Et je lisais, à ce moment-là, 20 minutes sous les mers de Jules Verne. Et Jules Verne parle du drame de la Pérouse dans 20 minutes sous les mers. Et je pense que la rencontre de la Pérouse dans Jules Verne, à cet endroit-là, en face du détroit de Gibraltar, c'est là où est née mon envie de travailler sur cette énigme, et puis sur la mer, et puis sur tout ce que développe le livre par ensuite. Ah mais oui, mais c'est ça qui est merveilleux avec la Pérouse, parce que c'est un des rares personnages à faire l'unanimité de tous les régimes. C'est-à-dire que c'est Louis XVI qui mandate la Pérouse pour cette expédition d'exploration. Ensuite, c'est la Constituante qui va envoyer, je crois, d'Entrecasteaux pour faire des missions de recherche, pour essayer de trouver ce qui s'était passé. C'est Napoléon Ier qui va publier les premiers rapports début 19e, 1802, 1803, qui va publier les premiers rapports de ses recherches. Et ensuite, c'est Bougainville et c'est tous les autres navigateurs qui seront envoyés par la Restauration, et comme ça jusqu'à aujourd'hui quasiment. Donc c'est vraiment, voilà, ça rassemble tous les régimes, tous les personnages, Et c'est ça qui m'a aussi passionné dans l'enquête que j'ai menée, parce que j'ai croisé des univers très différents. C'est une liste de 22 ou 23 hypothèses, il faut que je vérifie immédiatement. 22 hypothèses. Parce qu'en définitive, on ne sait toujours pas exactement ce qu'il a pu se passer. Ce qu'on sait, c'est que les deux navires se sont échoués sur un massif de corail au large de l'île de Vanikoro. Mais les conditions exactes du naufrage, on n'a jamais su exactement ce qui leur était arrivé. Donc moi, je suis contraint à énoncer un certain nombre d'hypothèses qui pourraient expliquer. Certaines sont probablement fondées, et d'autres, vis-à-vis du lecteur, peuvent paraître plus folkloriques, plus inventées. Mais le livre est construit sur ces 22 hypothèses, 22 possibilités d'explication de ce qui a pu se passer en 1788. L'expédition de la Pérouse, elle est missionnée par Louis XVI en 1786, je crois, pour aller explorer le Pacifique Sud. Parce qu'à l'époque, il y a une concurrence forte entre le Royaume d'Angleterre et le Royaume de France. James Cook est déjà passé par là. Il a déjà reconnu un peu la zone, mais ça reste encore un continent et un océan totalement inconnu. Donc Louis XVI envoie la mission La Pérouse, qui est constituée de deux vaisseaux, la boussole et l'astrolabe. La boussole et l'astrolabe. Et la mission part de Brest, tout se passe bien, elle passe le Cap Horn, elle reconnaît toutes les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, elle longe ensuite pour se retrouver sur la côte du Kamtchatka aussi, elle passe par le Japon, on trouve d'ailleurs des monuments de la Pérouse au Japon, et puis l'expédition redescend jusqu'en Australie, où elle fait une halte à Botany Bay, qui à l'époque est un port britannique. Et de là, la Pérouse quitte Botany Bay en 88, et après on le reverra plus. Donc moi, à partir de là, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé entre le départ de Botany Bay et puis l'échouage sur l'île de Vanikoro. Alors pour le comprendre, j'évoque à la fois des possibilités qui sont des possibilités réelles de ce qui peut advenir en mer pour un navire. Donc ça veut dire que je vais chercher dans la science maritime, dans l'art de la navigation. Mais je vais aller aussi chercher du côté du roman d'aventure, du roman de piraterie, du roman policier, peut-être des moyens de comprendre ce qui a bien pu se passer. Donc le livre se construit comme ça sur
une bibliothèque, qui est à la fois une bibliothèque scientifique, parce que j'ai lu, pour un peu comprendre, bien sûr, j'ai lu ces grands ouvrages, qui sont des grands ouvrages, des grands romans, en définitive, les journaux de bord de la Pérouse. On a le journal de bord de la Pérouse jusqu'à Botany Bay, à peu près. Il a fait envoyer son journal en France avant de repartir. J'ai lu également le journal de bord de James Cook, celui de Christophe Colomb. J'ai également lu les romans de piraterie de Jack London, de William Defoe, ou les romans de policiers d'Agatha Christie. Donc cette enquête est basée sur toute une bibliothèque qui me permet, à partir de laquelle je construis ces 23 hypothèses. C'est vrai que sur la couverture du livre, on ne trouvera ni le mot récit, ni le mot roman, ni le mot poésie. Parce qu'il y a le livre puise à ces trois formes littéraires pour énoncer l'ensemble de ces hypothèses. Tout simplement parce que pour tenter, non pas de résoudre l'énigme, parce que je ne crois pas qu'elle soit résolue. Voilà, je ne peux pas prétendre l'avoir résolu à moi tout seul, mais peut-être que l'une de ces hypothèses est juste. Mais il me fallait mettre toutes les chances de mon côté, en quelque sorte. Et donc d'aller chercher dans tous les champs littéraires et même scientifiques les formes qui me permettraient de dénoncer les différentes hypothèses. Donc le livre, il va prendre la forme soit poétique, soit la forme du récit, soit la forme du journal de bord, soit la forme véritablement poétique, en fonction des hypothèses, mais beaucoup aussi en fonction de la façon dont le lecteur va le rythmer par sa lecture. Alors je viens d'un domaine précis, qu'on pourrait appeler la poésie sonore. C'est vrai que tous mes premiers recueils étaient véritablement des recueils de poésie sonore, dans la mesure où la partie écriture et écriture sonore étaient entremêlées, et était physiquement également entremêlée par la présence à l'époque d'un CD dans le livre. On ne trouvera pas de version sonore dans le livre de l'affaire La Pérouse. En revanche, simultanément à l'écriture du livre, j'ai immédiatement entrepris avec un bruiteur, un artiste sonore qui a beaucoup travaillé le bruitage au cinéma. J'ai tout de suite travaillé une écriture sonore de ce livre. Donc je viens, si j'avais à définir l'endroit d'où je viens, ce serait effectivement de la poésie sonore. Mais après, au fil des années, j'ai développé des objets, des écritures qui quelquefois dissocient le son du texte, ou alors il arrive aussi que le son soit à l'intérieur du texte lui-même par des effets de rythme et de vitesse. J'ai appris, entre guillemets, à dissocier les supports, quelquefois à les rassembler ailleurs, sur scène, sur Internet, ou sur d'autres types de supports. Mais il est vrai que chacune de mes écritures, quand je démarre un projet d'écriture, d'emblée, quelque chose résonne en moi, qui fait que je vais aller à un moment ou à un autre à l'écriture sonore du texte. Alors ça se définit pas en termes de version, c'est pas une version sonore, c'est véritablement une réécriture du texte par sa mise en voix et par le travail de la matière sonore, à proprement dit. Je vais tenter de lire un extrait de l'affaire La Pérouse. Je dis tenter parce que c'est vrai que je lis souvent ce travail de lecture de mes textes, mais je lis jamais le texte dans le livre, parce qu'il a une mise en page qui est très différente de celle en tout cas dont moi j'ai besoin pour la lecture publique, qui ressemble plus à quelque chose de l'ordre de la partition. Mais je vais quand même tenter de la lecture livresque, on va dire. Il a été aperçu mouillant dans de nombreuses baies autour de monde. Enfin, je recommence. Il a été aperçu mouillant dans de nombreuses baies autour du monde. Il a été aperçu dans la baie d'Is, d'Or, d'Oak, d'Aqua, d'Acté, d'Ago, d'Alger, d'Along, dans la baie d'Anson, d'Audierne, d'Oti, de Butte, de Cange, d'Eliot, aux Feuilles, d'Along, d'Angzou, d'Hervé,
Dans la baie d'Îlot, d'Oire, d'Eau, d'Homme, d'Ul, de Kiel, de Night, de Lande, d'Ilou, de Lim, de Mine, de Pile. Dans la baie de Sonne, du Vin des Anses, de James, d'Alais, de Tson, de Prise, de Chac, d'Aboukir, d'Agadir. Dans la baie de l'Amour, d'Amundsen, d'Anabar, d'Apollo, d'Avacha, de Baffin, de Bantry, de Bernier, de Bouigny. Dans la baie de Biscaye, de Brador, de Bristol, de Brunet, de Botany, de Brindal, de Cadix, de Campêche. Dans la baie de Cazet, de Chantray, des Chaleurs, des Chaloupes, des Cochons, de Collier, de Corée, de Darvel, de Datuc, du Destin. Dans la baie de Dingle, de Diamètre, de Disco, de Dublin, d'Eltamine, d'Ancoutner, des Rébus, de l'Espoir, du Faible, des Flandres. Dans la baie de Flinder, de Fleury, de Flower, de Fundy, de Galway, de Gdansk, de Goudiane, de Goland, de Cagny, de Kodj, de Lazou, de La Paz, de Lewis. Dans la baie de Limen, de Lubeck, de Malpec, de Mao, de Manille, de Melville, de Medzen, de Morlaix. Hypothèse numéro 9, la malchance. Il aura vu un albatros se poser sur l'eau, un rat quitter le navire, un perroquet se lisser les plumes, la flamme bleutée d'une bougie. Il aura oublié d'asperger la coque d'eau de mer et de champagne avant sa mise à l'eau, d'emporter un morceau de charbon dans sa poche, de fouetter le mousse, de prendre son émeraude ou son rubis, de porter sa boucle d'oreille en or, d'entailler un bouchon du filet et d'y glisser une pièce, de fixer un fer à cheval sur le grand mât, de placer une pièce d'or dessous, d'y suspendre la peau d'un bouc, d'accrocher de l'ail à sa porte de cabine, de jeter une pièce d'argent au moment du départ, de chanter au large du Cap Horn, de cracher sur les filets. Il aura prononcé le mot chat, chien, lapin ou lièvre, corde, ficelle, prêtre, moine, chapelle, église, curé ou presbytère. Il aura entendu croasser un corbeau, crier un cormoran. Il aura touché un goéland ou une mouette. Il aura montré du doigt un arc-en-ciel. Il aura laissé monter à bord un avocat, une femme, un abbé. Il aura croisé un boiteux ou un bigleux avant d'embarquer. Il aura choisi une marraine enceinte ou mariée au moment de baptiser le navire. Il aura jeté de vieilles chaussures en quittant le port, retourné son bol par mégarde, porté ses bottes sur l'épaule avant de monter à bord, utilisé des boucles à pince, emporté des fleurs coupées, joué aux cartes. Il aura laissé une bougie brûler jusqu'au bout, allumé une cigarette à sa flamme. Il sera passé sous une échelle. Il se sera assis sur un seau renversé, coupé les cheveux sur le bateau. Il aura pris la mer un mardi ou un vendredi, à la Chandeleur ou au Saint-Innocents, le jour de la Saint-Sylvestre. Il aura immatriculé le vaisseau de chiffre à fût plongeant vers la mer. Il aura sorti un noyé de l'eau. Il aura aperçu le Hollandais volant. Il aura sifflé. Il aura porté Marie dans ses prénoms de baptême. J'ai reconstitué des dialogues, que je suppose les dialogues possibles qui auraient pu survenir sur le pont des navires, qui sont en fait prélevés, ce sont des personnages qui sont prélevés dans différents romans d'aventure de piraterie. Donc là on retrouve tous les pirates que la littérature a pu inventer, qui discutent entre eux de savoir comment ils vont prendre le bateau en main. Je m'étais dit, bon, il faut envisager quand même une fin heureuse, parce que la Pérouse n'est peut-être pas mort finalement. Et puis, je cherchais dans la zone géographique s'il aurait pu avoir une descendance. Alors, pendant quelques temps, je cherchais tout ça, je le cherchais sur Internet, je cherchais dans les annuaires des régions avoisinantes. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, la Pérouse c'est trop français, il faut que je fasse autrement. Et donc, je tente une traduction de ce que pourrait être son nom, et en anglais, la Pérouse. Donc je joue sur la sonorité du mot, je me dis, bon, la Pérouse arrive là-bas, en anglais, qu'est-ce que ça donnerait, comment ce serait traduit? Ça donnerait la Pérouse. Je traduis la Pérouse, et je le traduis par Ginger Peace. Et là, je refais ma recherche, et je tombe sur le site internet d'un monsieur, je dis monsieur, parce que je ne sais pas si c'est un jeune homme, qui effectivement s'appelle George Ginger Peace. Donc Georges Lapérouse, traduit. Et ce qui est assez merveilleux, donc je donne la référence dans le livre, hein, vous pouvez aller sur son site, c'est que ce Joef Ginger Peace est poète. Et il a publié, donc je le cite, et son poème est publié dans le livre, il a publié un poème qui s'appelle The Smallest Reaper, où il parle d'un naufrage. Donc pour moi, il est évident à partir de là qu'on peut envisager que la Pérouse ait survécu.
Alors George Jingerpish, il habite en Nouvelle-Zélande. Donc il est possible que la Pérouse ait réussi à quitter Vanikoro après naufrage, soit arrivé en Nouvelle-Zélande et ait fondé une nouvelle descendance. Ça, disons que ça, c'est l'endroit où le livre se nourrit directement de la possibilité de cette archive Internet qui existe aujourd'hui. Parce que sans Internet, j'aurais jamais pu mettre au point cette hypothèse. Louis XVI, donc, qui a envoyé l'expédition de Pérouse en 88, on prête ce mot à Louis XVI. Il aurait, au moment où il allait monter sur l'échafaud, il aurait posé cette question: a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Il n'a pas donné la réponse, et quelques instants plus tard,